Bonsoir à tous. Bonsoir Alain. Ouais, salut. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. C'est assez impressionnant. C'est une chance donc de vous avoir à la librairie 1000 pages ce soir. En voyant le nombre de personnes présentes ici, je me dis qu'il n'y a peut-être pas besoin de s'attarder vraiment sur la présentation de qui vous êtes en tant qu'auteur, hein. Je pense que vous avez tous entendu parler des œuvres précédentes, que ce soit La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent, Les Furtifs, aucun souvenir assez solide, tous parus à la Volte puis chez Folio. Et on vous reçoit ce soir pour La Vallée du Silicium, qui, pour une fois n'est pas coutume, paraît au Seuil dans une nouvelle collection, la collection de la Villa Albertine, qui correspond à la résidence littéraire, la résidence Albertine à San Francisco, avec l'aimable collaboration de votre éditeur historique La Volte, qui d'ailleurs fête ses 20 ans. La Vallée du Silicium, donc c'est un ouvrage hybride. C'est un ouvrage avec 7 chroniques littéraires et une nouvelle de science-fiction. Ces chroniques, on y retrouve dedans vos observations, des observations en fait à la fois de citoyens, d'écrivains de science-fiction, des observations aussi parfois avec un aspect sociologique, anthropologique. Et vous vous interrogez sur ces technologies et ces innovations qui apparaissent si vite que nous en perdrions de vue l'essentiel, comment nous les utilisons. Vous questionnez comment elles bouleversent nos modes de vie, nos quotidiens et presque notre humanité. Ainsi, vous essayez de comprendre à quoi ressemblera notre futur. La Vallée du Silicium, en fait, mais bien que bien différent de vos livres précédents, ça trouve complètement la place dans votre œuvre globale, dans la mesure où il y est toujours question de cette... vous, de votre travail d'écrivain qui est de retisser du lien, et ce questionnement de d'où vient cette disparition du lien, et comment est-ce que, là, dans la Vallée du Silicium, la technologie pourrait en être responsable, elle qui peut délier et qui aliène. Mais on va y revenir. Donc San Francisco, c'est pas un choix anodin. Donc il y a la Villa Albertine, mais vous en parlez un peu comme le centre du monde, le centre d'un monde tout du moins. Vous parlez même d'emprise sur le monde. Quelle portée, quel pouvoir est-ce que la Silicon Valley a sur les 7 autres milliards d'habitants de la planète ? Ouais, bientôt 8, quoi. Waouh, la sono, elle pète un peu. Je sais pas parler trop près du micro, sinon je vais tout déchirer, comme j'ai une grosse voix. Ce qui se passe, c'est que la Silicon Valley, elle fait notre quotidien, tout simplement. C'est-à-dire, elle fait nos pratiques et nos usages quotidiens, ce qui est colossal, en réalité, en termes d'anthropologie. C'est-à-dire que c'est le monde qu'ils construisent là-bas, c'est celui qu'on utilise constamment. Là, je suis sûr que si je prenais les poches, les sacs, etc., on a des smartphones partout dans les sacs. Voilà, le smartphone, c'est l'objet nomade totalitaire, c'est celui qui totalise, franchement, quasiment l'ampleur, le spectre, le chromatisme de nos vies. On y a tout, quoi. On y a notre mémoire, on y a nos vidéos, on y a nos photos, on y a l'ensemble de nos messages, on y a nos pratiques, on y a notre façon de jouer, de séduire, de travailler, etc. Donc, ça veut dire que chaque moment, chaque heure du jour, chaque minute quasiment eh ben on est dans la Silicon Valley, on y est tout le temps, quoi. C'est-à-dire quand on textote sur WhatsApp, quand on clash sur X, quand on écrit sur Word, etc., on est dans la Silicon Valley. Donc, eux, ils se vivent comme le centre du monde, et ils ont raison de le dire et de le penser, parce qu'ils sont le centre de nos mondes, en tout cas, et d'une façon très immanente, très directe, pas du tout idéologique. Quand les gens parlent de l'idéologie du transhumanisme, du long-termisme là-bas, ça vient en second, ça vient par après. La vérité, c'est que de façon immanente, ce technocapitalisme, il construit nos vies et il construit nos pratiques. Et des pratiques, des gestes, des façons d'appuyer, des façons de swiper, des façons de se recourber sur l'écran, des façons de se coucher en laissant le smartphone comme réveil, etc. Tout ça, c'est infiniment plus important en termes de pouvoir qu'une idéologie. Tu vois, on vote pour des gens, on vote en démocratie. En réalité, ce qui fait nos quotidiens, c'est pas d'avoir voté Macron ou d'avoir voté bientôt Bardella ou Marion Maréchal Le Pen ou je sais pas quoi. Bien sûr que ça va changer des choses et des lois, mais en réalité, ce qui change profondément nos vies, c'est ces outils-là, quoi. Et ces outils-là, vous parlez du fait qu'ils ont construit année après année une sorte de techno-cocon, quelque chose en fait dans lequel on est engoncé, nos modes de vie ne peuvent pas y échapper, et vous en revenez dans plusieurs chroniques, même sur cet affre humain qui serait que de toute façon on est presque condamné puisqu'on a envie de faire le moins possible. Et ce techno-cocon, ces technologies que nous propose la Silicon Valley, c'est presque amené pour
nous amener à faire le moins possible et se fouler. Ouais, moi je trouve que ce qu'on appelle la loi du moindre effort, qui est quelque chose d'extraordinairement puissant, je pense, pour chaque animal même. C'est-à-dire que c'est des logiques qui travaillent les mammifères. Si on peut faire une chose en produisant moins d'efforts pour la faire, on va le faire. Et je pense que l'évolution nous a construit pour ça, parce que la mécanique de survie était tellement forte que... Sauf qu'aujourd'hui, dans un monde confortable, quand tu maintiens cette loi du moindre effort, tu arrives à un outillage de la paresse et un outillage du glandage, en quelque sorte, ou en tout cas, tu suis ta pente naturelle, mais en descendant comme une eau. Et ça fait que tu t'appauvris vraiment, pour moi, tes facultés cognitives. C'est-à-dire que ce qu'on a reproché à l'escalator, à la voiture, au tapis roulant, c'est-à-dire toutes les technologies qui déplacent nos corps sans qu'on fasse le moindre effort, et qui donc, évidemment, nous rendent obèses et en tout cas nous détruisent notre santé. On n'a peut-être pas mesuré assez que c'est rigoureusement la même chose qui se passe avec les technologies numériques, sauf que ça touche notre esprit, nos cerveaux, nos facultés cognitives. Donc c'est nos capacités de mémorisation, c'est nos capacités de spatialisation, c'est nos capacités de calcul, d'anticipation, d'organisation qui sont déléguées à ces machines. Donc tu te dis, c'est pas très grave, je rentre dans une ville que je connais pas, j'utilise le GPS, ça me permet d'aller plus vite à l'adresse. Ouais, sauf que si tu commences à le faire systématiquement, tu vas absolument plus savoir t'orienter, te spatialiser, cartographier la ville, prendre des points de repère mémoriels, et tu t'en rends pas vraiment compte, et même tu t'en fous, quoi. Sauf qu'à terme, ça aboutit à une espèce d'abrutissement lent, ou en tout cas d'appauvrissement des capacités à faire. Ce que moi j'appelle la puissance, quoi. Je reprends Spinoza, je reprends Deleuze. Ils distinguent le pouvoir et la puissance. Ouais, les technologies nous apportent un pouvoir de faire aux choses, aux objets, des choses qu'on n'a plus envie de faire. Un GPS, ça te fait faire la possibilité d'atteindre l'adresse sans réfléchir et sans t'orienter, mais tu sais plus le faire toi-même. Voilà. Donc la puissance, c'est ce que tu sais faire toi directement, avec tes propres capacités. Et ça, c'est le cœur de mon humanisme à moi. C'est-à-dire que moi, je considère que l'être humain a absolument tout en lui pour avoir une vie pleine, riche, fertile, féconde, et qui manque de rien. Donc chaque fois qu'on lui ajoute une technologie ou un pouvoir, moi, je me pose la question de me dire, ok, si ce pouvoir-là accroît en même temps ma puissance, alors je suis d'accord pour l'empoigner. Wikipédia, ça me donne du pouvoir d'accéder à des connaissances que j'ai pas, et ça accroît ma puissance de réfléchir et de savoir. Mais il y a des choses qui développent mon pouvoir et qui nuisent à ma puissance. Donc c'est plus un critère comme ça que j'ai envie d'explorer. Voilà. Ça me paraît être un critère très opérant par rapport au techno. Non, sur le technococon, ce qui est fantastique, c'est qu'on est, pour moi, dans une sorte d'oignon technologique multicouche. C'est-à-dire, quand tu vois les gens, on a 4-5 écrans chez nous, quoi. C'est comme si les écrans faisaient des pelures ou des couches autour de nous. On est souvent dans l'habitacle d'une voiture ou dans l'habitacle, j'ai envie de dire, d'une chambre. On est dans un confort extrêmement, souvent assez moelleux, comme ça, sur des sofas, et on est entouré de cette espèce de sphère, de cette capsule individuelle, de cette espèce de bulle, de grain de raisin dans lequel on est, et on voit le monde à travers elle, et on filtre le monde à travers là. Tu vois, on mesure pas, par exemple, dans nos rapports sociaux, à quel point on est devenu virtuose dans la façon de jongler avec les messages, avec le SMS, avec les messages vocaux, avec le fait de répondre ou de pas répondre, avec le fait de passer par WhatsApp plutôt que par le mail. On a une virtuosité dans l'échange, on filtre les échanges, on est capable de ghoster des gens, ou au contraire de les harceler et de tisser une intensité de lien en balayant un nombre de vecteurs, j'ai envie de dire, d'échanges complètement délirants. Et ce brio-là, il fait partie aujourd'hui de notre anthropologie. Mais ça veut dire qu'on a une régie de contrôle sur nos liens, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la synchrone, parfois dans le synchrone, on choisit si on est synchrone, c'est-à-dire si on répond immédiatement ou pas. Tout ça, c'est fou, quoi. Pour moi, c'est fou, quoi. Mais ça fait partie du technococon, c'est-à-dire qu'on peut filtrer effectivement les choses, et parfois on est très content de le faire, hein, Mais en plus, j'ai l'impression qu'on est quand même loin d'avoir encore pris conscience de voir, en tout cas, de se débarrasser de ce technococon qui finalement nuit à nos relations humaines, nuit à notre lien avec nos amis, notre famille, notre entourage, et à faire de nouvelles rencontres. Parce qu'il y a un passage qui est assez remarquable, c'est ce que je me suis éclaté. D'ailleurs, je vous conseillerais, c'est quand vous le lisez, d'aller regarder le clip dont tu parles dans la première chronique, qui est celui d'Apple Vision Pro, sur lesquels il y a 4 pages où tu expliques en fait un peu ce qui se passe dans le clip, et surtout en fait quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir sur nos vies, sur nos liens, et encore pire sur notre corps. C'est un passage où en fait où je me dis que on va juste s'engoncer de plus en plus dans ce que tu appelles le technococon.
Ouais, et en même temps, on est sur une technologie très mature, très intelligente d'Apple, comme souvent en termes de maturité industrielle, c'est ce que tu apprends dans la Silicon Valley aussi, c'est qu'Apple, des 5 GAFAM, c'est celui qui est réputé comme portant l'excellence, quoi, comme étant celui qui fait les produits les plus pointus et les plus réfléchis en termes d'expérience utilisateur. C'est là que tu es le mieux payé aussi, donc avoir bossé à Apple, ça on mesure pas en France cet écart entre les GAFAM. Et dans cette idéologie-là, pour moi, ils sont beaucoup plus intelligents que Zuckerberg qui veut poser le métavers, ou en tout cas déployer le métavers à coups de milliards après le Covid. Parce qu'il se dit, le Covid, c'est la distanciation sociale, les gens sont justement dans leur bulle, ils sont loin les uns des autres, on va créer les métavers pour qu'ils circulent, vivent des concerts, tirent des boules de bowling virtuelles sur des... voilà, dans le métavers, avec un son binaural et tout ce que tu veux, avec des gants à retour de force. Mais tu fais ça dans un casque fermé. Tu fais ça dans un casque où tu es coupé de ton environnement, tu es dans ta chambre. Et en réalité, c'est stupide parce que cette coupure-là, elle est pas opérante. Ça oblige à pas faire deux choses à la fois. Or, les gens adorent faire plusieurs choses à la fois. Et Apple dit, bah non, on va faire une réalité mixte. C'est-à-dire qu'on va augmenter la réalité. Mais par exemple, si j'étais sous l'Apple Vision Pro, là, je vous verrais et j'aurais simplement les applis qui seront suspendues dans l'air, là, au niveau des lampes à peu près, et je pourrais les cliquer, les agiter, et continuer à vous voir, continuer à parler, tout en consultant mes mails, ou en faisant autre chose, ou en mettant de la musique, Donc, il y a une réalité mixte, c'est-à-dire qu'on est dans une réalité qui a été étendue, élargie dans l'espace, et on nous insère à l'intérieur de cette réalité, au lieu d'être fermé dans le casque qui est vraiment, vraiment malin. Et c'est une autre étape, quoi. C'est une autre étape, c'est-à-dire que le home, il est augmenté par les virtualités et on mélange ces deux choses-là. C'est très fort. Voilà, c'est très fort. Alors, bon, pour l'instant, c'est à 4 500 €, ça va pas être grand public, mais toutes ces technologies-là, elles vont descendre à un moment à 100 € ou 50 € et ça sera nos quotidiens. Donc, surtout quand elles continueront de se développer et de s'améliorer. Ah bah ouais, et ça va être encore plus fin, encore plus avec la spatialisation énorme, avec le travail sur les lumières. Enfin, on est dans cette espèce de réalité pas ultime comme dans les furtifs où tout est parfait, etc. Mais on va y tendre. Et en tout cas, on mélange les deux formes de réalité, ce qui fait qu'on ne s'échappe jamais non plus de la sphère de l'informatique, quoi. Elle est toujours là, corrélative même à l'espace vibrant et vivant du monde, quoi. Il y a à la fin justement de ce passage sur l'Apple Vision Pro, il y a un point quand même qui est criant et que tu soulignes, et c'est vrai qu'après avoir vu le clip, c'est frappant, c'est la question du corps qui justement va rester en fait dans le clip de 10 minutes. Oui, il faut vraiment se faire les 10 minutes. Le corps est toujours assis, c'est impressionnant. Ouais. Mais le corps est assis, il ne bouge pas, c'est toujours dans des situations quasiment immobiles. Et le corps, en fait, ce que je trouve très bien dans cet ouvrage, c'est qu'on va le retrouver dans énormément de chroniques. Que ce soit sur la question de la voiture autonome, que ce soit sur la question de la santé aujourd'hui. À quel point est-ce qu'en fait, lorsqu'on parle de technologie, et que alors pourtant il y a plein de technologies autour du corps, est-ce qu'on a en réalité délaissé la réflexion de comment est-ce qu'elles impactent notre mouvement au quotidien et comment est-ce qu'au contraire, je crois que tu parles qu'aujourd'hui on a un rapport médié au corps presque. Ouais, et puis il faut dire, la Silicon Valley a un énorme problème avec le corps pour moi, tu vois, et c'est un problème anglo-saxon avec le corps, c'est un problème protestant avec le corps. Je pense qu'il y a une racine historique aussi liée à l'idée que la chair est corruptible, c'est très, très judéo-chrétien, l'idée que le corps est finalement quelque chose de répugnant, que c'est un sac, c'est quelque chose qui vieillit, c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas porteur d'informations comme l'est le système neuronal, c'est-à-dire que c'est quand même une société où on a une vision du monde qui est construite sur la circulation de l'information. C'est la matière fondamentale, c'est l'information et donc la lumière, parce que la lumière, c'est ce qui fait circuler dans les fibres optiques l'information. Et du coup, le corps, ils savent pas trop quoi en faire, à part le mettre sur des sofas, des fauteuils, à part le placer entre 20 et 25 degrés, parce que je sais pas si vous avez remarqué ce truc-là, moi ça me frappe maintenant, c'est que dès qu'on dépasse 25 degrés, les gens supportent plus, donc ils demandent la climatisation. Et j'adore ce mot climatisation, parce que ça veut dire que tu appropries le climat, ou tu apprivoises le climat dans un métro, dans une librairie, dans une voiture, dans une chambre, et on devient de plus en plus incapable d'accepter d'avoir chaud, de suer, de puer. Moi, je me rappelle, avant, on faisait des grands voyages en voiture avec mes parents, il faisait 35 degrés, on ouvrait les fenêtres, on avait chaud, puis on s'habituait, et puis on suait, puis une fois qu'on avait sué, on avait moins chaud, et le corps, il est quand même fait pour résister. Maintenant, c'est plus possible. Et puis, si vous êtes en dessous de 20 degrés, 19 degrés, alors tout le monde hurle quand on dit on passe de 20 à 19, voilà, là, mon Dieu, c'est complètement... c'est un combat, quoi, tu vois. Parce qu'on supporte plus que le corps non plus ait froid. Et pourtant, on a des habits, Et ça, c'est ultra intéressant. C'est-à-dire qu'on a envie d'un corps climatisé qui ne souffre pas, qui n'endure rien. C'est le corps qu'on met dans une salle de cinéma, devant un écran qui est suspendu. Et ce corps-là, eux, ils appellent ça la meat, quoi, la viande quand même. Tu vois, c'est quand même un terme de la Silicon Valley. Le sac de chair, la viande,
La viande, c'est-à-dire que c'est mort, c'est pas irrigué et que c'est pas habité. Et du coup, moi, j'ai ce côté très nietzschéen moi, je crois à ça, c'est-à-dire que je crois qu'il faut de temps en temps observer les êtres humains, notamment quand vous êtes, je sais pas, dans un train, dans un RER, comme on observe les animaux, c'est-à-dire comme un zoologue, et c'est ce que dit Nietzsche. Ayez un regard de zoologue sur l'espèce humaine et vous comprendrez et verrez beaucoup de choses. Et moi, c'est le regard que j'aime bien avoir, c'est-à-dire de dire, ben, un zoologue, il va regarder comment l'espèce habite, où elle habite et comment elle se déplace, comment elle mange, comment elle s'alimente, et aussi comment elle se reproduit. Tu vois, c'est des fondamentaux de la zoologie. Et quand tu portes ce regard sur l'être humain, avec ce côté un peu abruti, un peu volontairement un peu naïf, tu vois beaucoup de choses. Tu vois, moi, une des premières choses, je me souviens, c'était à la GDC de San Francisco, mais il y a bien avant, c'est la Game Developer Conference, et je regardais les gens à la GDC, ils étaient tous sur l'espèce de MacBook, comme ça, ouvert comme un papillon de verre, comme ça, et il y avait ces gestes complètement centripètes qui définissent vraiment une sphère naturellement, c'est-à-dire que tu es plié déjà, ta colonne vertébrale, elle est arquée vers le portable. Tu as généralement l'arc de cercle du casque sur ta tête qui définit aussi une autre espèce d'autre rotondité. Et tu sais que le son il circule un peu de façon binaurale à l'intérieur de ça. Tes gestes eux-mêmes sont ronds, sont courbes. Et tu regardes les gens et tu vois une espèce qui se recourbe sur sa monade, qui se recourbe sur sa sphère, qui se recourbe sur ce technococon. Et ça, c'est hyper intéressant à voir. Et tu le vois partout en ville et c'est une façon de se protéger aussi. Donc, d'avoir ce regard de zoologue, ou pareil, moi j'aime bien dire. Bah, le smartphone, ouais, bah, c'est une vie passée à caresser une vitre, parce que ce que tu vois faire à tout le monde, c'est qu'on caresse des vitres, quoi, voilà. Et il faut redescendre à ce niveau de bêtise, à ce niveau de simplicité, pour aussi prendre du recul et se dire, qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien que quand on caresse la vitre, il se passe un milliard de choses à l'intérieur, on lit des textes, on regarde des films, on joue, donc il se passe, dans ce petit écran de 5 cm par 10, un milliard de choses, c'est un monde qui s'ouvre. Mais prends du recul par rapport au corps et dis-moi ce qui se passe. Bah, je vois quelqu'un qui caresse une vitre, quoi. Tu vois, et c'est ça la zoologie de l'humain, et il faut y revenir à un moment donné. Donc ça veut dire que le corps, il est conjuré, le corps, il est anesthésié, le corps, il est rendu hygiénique, il est confortable, et le corps, il est oublié. Donc on arrive, cette chronique, moi que j'appelle ça le décor c'est ORPS, quoi. Alors j'ai fait 225 jeux de mots sur cette chronique avec le corps, mais je trouve que ces jeux de mots, pour un coup, ils sont fondés, enfin j'essaie de faire des jeux de mots fondés de toute façon par définition, mais là c'est vraiment fondé. C'est-à-dire que c'est un corps désinvesti, c'est un corps qui n'est plus habité, c'est un corps qui est désaffecté, c'est-à-dire qui ne reçoit plus d'affect ou qui a du mal à ressortir ses affects. Et quand tu es dans le décor, ben, au bout d'un moment, tu ressens une espèce de frustration, de distance, et tu as besoin d'un raccord, un raccord technologique, toujours CORPS, et qui va être fait par le monitoring, par l'Apple Watch, par les bracelets connectés, par, comme j'ai vu là-bas, des fameuses bagues connectées, les patchs de glycémie. Il y a énormément d'outils maintenant pour monitorer ton corps, c'est-à-dire pour quantifier ce qui se passe au niveau des pulsations, de la tension, de la fièvre. Ouais. Jusqu'à même en plus que genre presque un cauchemar tiré de science-fiction, c'est quand tu parles de ces technologies donc on commence à envisager qui sont pouvoir monitorer toutes les potentialités, toutes les potentielles maladies auxquelles génétiquement on a 63, 70, 25% de chances d'obtenir. Et de facto, tu en tires les conclusions. Ah ben ça, pour les hypochondriaques, c'est fantastique, quoi. Et je pense que ça va générer une anxiété existentielle. C'est-à-dire qu'ils peuvent séquencer le génome, ils peuvent prélever toute la flore intestinale, puisqu'ils ont des capteurs qui restent dans ton ventre, et ils capturent tout ce qui se passe au niveau des polypes, au niveau des bactéries, des virus, etc. Et à partir de ça, ils peuvent prévoir, parce qu'ils ont du big data derrière. Donc c'est purement statistique, c'est purement probabilitaire, mais si on dit que tu as 64% de chances de choper un cancer du côlon, tu as beau savoir que c'est probabilitaire, tu te dis putain j'ai 2 chances sur 3, j'ai 2 chances sur 3 d'avoir le cancer du côlon, tu vois, et tu vas commencer à psychoter, et ça va créer aussi des boucles, à mon avis, de somatisation atroce sur le truc. Mais c'est ça, oui, c'est ce monde-là qui est là, mais ça vient du fait que comme tu n'habites plus ton corps, ce corps premier, ce corps immédiat, moi j'appelle ce corps viscérebral, parce que c'est à la fois les viscères et le cerveau qui sont soudés, cette espèce de bloc-corps qui fait une unité, quoi. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre l'esprit et le corps, il y a une sorte d'unité à toujours maintenir. Et ben quand tu perds ça, tu cherches le monitoring pour te rassurer sur... Moi, il me racontait, Arnaud, ce fameux gars qui monitore tout, il m'a dit, il était très fier de me dire, j'ai su que j'avais le Covid 2 jours avant de le déclarer, parce que son Apple Watch, il disait, t'as 38 degrés le matin, ce qui était bizarre, quoi, tu vois, il le sentait pas dans son corps qu'il avait le Covid. Il était content que la montre lui ait dit, c'est bon, j'ai eu bien le temps de savoir que je vais avoir le Covid, tu vois, donc... mais c'est hyper intéressant parce que lui, il le vivait de façon très joyeuse et pas du tout de façon anxieuse. Et ce mec-là m'a retourné le cerveau parce que j'ai compris que ça pouvait être aussi vécu
positivement. Donc c'était. Mais oui, voilà, c'est les mondes dans lesquels, en tout cas, on entre. Et ce rapport au corps, il est fondamental, je pense, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que si tu comprends pas ce que ça fait au corps et ce que cette technologie nous fait, bah, tu poses pas la question clé qui est pour moi celle de la vitalité, celle de l'énergie qu'on peut avoir, celle de... Oui, parce que j'imagine déjà quelques conséquences, ne serait-ce que d'imaginer que dans 3 générations, on pourra avoir des humains qui ont la nuque courbée parce que toujours plantés sur un téléphone, des doigts crochus, et que de toute façon, aujourd'hui, pour tous ceux pour tous ceux d'entre vous, j'imagine c'est la majorité qui ont un smartphone, il y a toute la question de l'attention, l'économie de l'attention. Aujourd'hui, à quel point est-ce que on est capable de rester concentré sur quelque chose et à quel point est-ce que notre corps, en fait, finalement, est devenu presque addict à ces technologies. Ouais, moi j'aime bien réutiliser là-dessus, tu vois, le concept de Deleuze dans l'image mouvement qui est génial, c'est tu sais, il définit les images actions, quoi. Il distingue l'image mouvement et l'image temps, et dans l'image mouvement, il y a l'image action. C'est-à-dire qu'il parle de schème, stimuli, réaction. Les schèmes, stimuli, réaction, c'est que tu regardes un film américain, ils sont très forts là-dessus. On te balance des images, hein. En gros, le montage est tellement cut que toutes les secondes ou 2 secondes, tu as une image nouvelle. Donc évidemment, ta rétine imprime et tu réagis, tu fais que réagir. Et donc on t'envoie des stimuli très très forts. Tu as une course de voiture, tu as un combat et tu as des stimuli constamment. Et ces stimuli génèrent des réactions, effectivement, et tu as juste le temps de réagir. Tu es stimulé, tu réagis, tu es stimulé. Et tu es dans des tunnels de schèmes, stimuli, réaction. Quand tu fais ça, tu sors du cinéma, tu t'es pas ennuyé, il te reste strictement rien. Parce que tu as fait que réagir, stimuler, réagir, etc. Donc il n'y a rien qui s'est déposé, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune image temps qui a pu imprimer. Mais tu as passé un moment où ça t'a lavé le cerveau pendant 1 heure et demie. En gros, ce qui se passe sur les YouTube, moi je regardais, je sais plus, c'était ma fille de 13 ans qui regardait une chaîne YouTube. C'était hallucinant parce que j'essayais de calculer combien d'images il y avait, combien de cuts il y avait sur juste 10 secondes. Et on était plus d'une image seconde. C'est-à-dire que c'était tellement speed, tellement truc, c'était drôle, ça créait des effets de concaténation complètement dingues. Et en même temps, je me disais, mais là, je suis en train de lui brûler le cerveau, quoi. Ce truc-là, il est en train de lui brûler le cerveau. Je lui dis, bon, t'arrêtes de regarder ça parce que c'est vraiment de la merde totale. Mais c'était bien fait en un sens, quoi. Tu vois, je sais plus le nom de ce truc-là, c'était plutôt bien fait. Mais c'est juste que la fréquence de sollicitation de stimuli était dingue. Et quand t'es là, bah, l'économie de l'attention, t'es carbonisé, quoi. C'est même plus de l'attention, tu deviens une machine. À un certain niveau, tu vois, moi je le dis, c'est-à-dire que les algorithmes, à un certain niveau, c'est des algorithmes. Allo, ça veut dire étranger, quoi, tu vois, comme l'allopathie. Et c'est des algorithmes, c'est-à-dire des rythmes qui sont pas organiquement faits pour l'être humain, quoi. Être connecté 24/24, c'est pas fait pour l'être humain, quoi. Avoir le smartphone tout le temps et avoir des notifs qui tombent tout le temps, c'est pas fait pour l'être humain. C'est pas un rythme d'humain, c'est pas un rythme de mammifère, d'animal, c'est pas un vrai rythme organique, quoi. C'est un rythme connectif. Et quand tu es là-dedans, bah, tu finis par tu arrives au burn-out. Et les burn-out, je pense que beaucoup des burn-out sont liés aussi à une espèce d'économie de l'attention complètement saturée et cramée, quoi, ouais. Bah, je pensais partir sur autre chose, mais tu parles de burn-out et du coup, je me pose la question parce qu'il y a une thématique qui est un petit peu évoquée, même si c'est pas la principale, c'est celle du travail. À quel point est-ce qu'en fait, la technologie peut nous aliéner dans le travail. On retrouve un peu la nouvelle que tu avais écrite dans Demain le travail, justement, Ah ouais. Ser Made Men. Et justement, quand il est question de la chronique sur les voitures autonomes, il y a l'aspect effarant quand tu parles de double esclavage de ces conducteurs Uber. Voilà, est-ce que tu peux nous dire plus un peu sur ce double esclavage Ouais, de ces Ser Made moi je Men? sais que sur Uber, ça fait partie avec Amazon de l'empire du mal pour moi, mais vraiment profondément et jusqu'au bout, quoi. À tel point que j'avais fait un slam où je disais Uber chez vous, Uber en tous, Uber chez tous, Uber à l'os, Uber à l'os. Bon voilà, il y a des gens qui aiment pas trop ce slam, mais moi je trouve que c'est ça. C'est Uber qui écrase tout, quoi. C'est cette volonté de désintermédiation, de disruption qui fracasse tout. En fait, ils ont utilisé un mot très, très élégant pour dire parasitisme, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'ils parasitent tous les échanges, c'est pareil pour Airbnb, etc. Mais là, sur Uber, actuellement, à San Francisco, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des chauffeurs qui conduisent, mais en conduisant, ils produisent de la data, parce que maintenant, les voitures sont faites en réalité pour produire de la data pour les assurances maladie et les assurances des voitures. Et cette data, elle est produite par le fait que chaque coup de volant, chaque avancée, chaque géolocalisation du véhicule, chaque coup de frein, etc., est enregistré. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu plus peut-être ce que c'est les datas justement parce que... Ouais, les datas, c'est les données. Donc, c'est les données laissées par les voitures, laissées par nos activités, par nos messages, etc. Les datas, c'est le terme consacré pour... Et
Et en fait, donc le chauffeur, il t'amène et il est déjà exploité parce qu'on lui prend 30% de sa course. C'est-à-dire qu'ils ont créé une plateforme où tu peux appeler Uber, etc. Et ils prennent 30% de la course. Je ne sais pas si vous voyez l'aberration que ça constitue économiquement. C'est-à-dire qu'une fois que la plateforme est faite, une fois qu'elle a été construite, une fois que la publicité a été faite, c'est juste une machine à cash considérable parce qu'il n'y a plus rien à faire. La plateforme tout seul, elle fonctionne tout seul. Tu as juste un data center derrière et tu arraches 30% de la plus-value constamment sur n'importe quelle course, quoi. Bon, déjà, moi, je trouve ça, enfin, ayant fait une école de commerce, etc., déjà, ça me sort par les trous de nez. Je trouve que c'est un pur scandale de parasitisme. Mais en plus, maintenant, ils utilisent ces datas pour construire la conduite des voitures autonomes. Ces voitures autonomes n'auront plus de chauffeur Uber, n'auront plus de chauffeur de taxi. Donc le mec, il est exploité 2 fois. Une fois parce qu'on lui prend 30% de sa course et une deuxième fois parce qu'on lui prend toutes les datas. Et donc, il conduit pour être expulsé et arraché de son véhicule, puisqu'à terme, et c'est ce qui s'est passé en 2023, ils ont mis les voitures autonomes à la place, donc des voitures sans chauffeur dans le... Voilà, ça c'est le capitalisme, quoi. Mais avec un cynisme puissance 2, quoi. Et à ce moment-là, il y a justement face à ces possibilités d'un futur qui de toute façon en fait en général fait peur, il y a aussi quelque chose qui revient, qui est assez transversal dans ces chroniques, c'est la question de la peur. Parce que quand vous serez dans cette chronique la seconde, vous aurez le plaisir d'un moment de voir la fiction faire un moment réapparaître sur quelques pages où d'un coup en fait on sent que Alain s'amuse et puis cherche d'un coup à nous faire peur. Et bien il réussit très bien. C'est pendant 5 pages, on est pris comme ça. Il rajoute une page en plus histoire de bien finir de faire monter. Et à la fin, pour une conclusion qui est en fait, la peur c'est trop facile. Il faut surtout qu'on s'interroge sur ce qui va au-delà de la peur. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer d'avoir une vraie réflexion sans céder aux sirènes de la peur qui sont présentes un peu à tous les coins de rue. Ouais, parce que sur la voiture autonome, tu vois, on va parler beaucoup de... Il y a eu effectivement des voitures autonomes qui ont écrasé des gens parce que... En réalité, c'est génial. Alors, le cas où c'est arrivé, j'ai regardé la vidéo parce qu'on voit la vidéo où ça s'est passé, etc. En fait, c'est une route où tu peux rouler à 90 km/h, on va dire, en pleine nuit. Et puis, t'as une nana qui sort avec son vélo au milieu de la route. Et le gars qui conduit, il conduit pas. En fait, il est dans la voiture autonome et il est juste là pour vérifier que la voiture autonome fonctionne bien parce qu'il faut des millions d'heures de conduite pour qu'on soit sûr que. Donc, ils mettent toujours un être humain pour l'instant dans la voiture pour prélever les datas, mais au cas où. Et le gars, il regarde The Voice en fait, tu vois, sur son téléphone portable. À ce moment-là, on l'a vu, il y a la caméra parce qu'il y a la caméra partout, évidemment, lui-même est contrôlé dans le truc. Et le temps qu'il lève la tête, la voiture a écrasé, la dame qui doit avoir 45 ans. Et honnêtement, faut être honnête, je pense qu'un être humain, il ferait pas mieux, enfin, tu vois, en l'occurrence. Donc c'est même pas un problème. En fait, ces voitures sont beaucoup plus sûres. Si tu veux, si tu es sur la logique sécuritaire, ces voitures sont beaucoup plus sûres et amèneront moins d'accidents, machin. Donc c'est pas là-dessus, tu vois, qu'il faut attaquer la voiture autonome. Il faut l'attaquer sur le lien que ça détruit aussi avec un chauffeur de taxi. Évidemment sur les emplois que ça défonce, mais aussi sur le fait qu'écologiquement, c'est une catastrophe absolue. Parce qu'à partir du moment où tu as une voiture autonome, tu vas l'utiliser pour aller faire tes courses, aller chercher le pain. Ensuite tu la laisses, elle va se regarer à l'extérieur de la ville parce que il faut pas utiliser les places de parking et puis elle va revenir te chercher pour te ramener chez toi, etc. En fait, tu vas démultiplier des minuscules trajets avec des voitures ultra lourdes parce que généralement elles sont électriques, plus une quinzaine de capteurs, de caméras, de lidar, avec une électronique embarquée colossale pour éviter justement les collisions et interpréter, avec des IA qui fonctionnent en temps réel. Donc en fait, c'est énergivore à un point absolument délirant. En plus, il faut les maintenir, la maintenance va coûter très cher. Et voilà, et donc tu te dis d'abord c'est uniquement pour les riches, et en plus tu vas... donc au lieu d'aller vers la mobilité douce, le vélo, la marche à pied, le skateboard, ce que vous voulez, quoi, tu vois, et les transports en commun, ce qui devrait être la norme partout, si on veut un peu essayer d'éviter ce réchauffement climatique, bah tu continues à démultiplier, en plus dans une logique strictement individuelle, donc voilà, ouais, c'est catastrophique. Mais c'est comme je dis, c'est une industrie sans idée, tout est comme ça, maintenant toutes les industries, ça vient de la même chose. C'est-à-dire que Airbnb, c'est la même idée. C'est-à-dire que, ok, avant, on construisait des hôtels pour accueillir des gens avec des salariés qui vous accueillent, des gens qui font les lits, etc. Aujourd'hui, on va même pas investir. Vous avez un appart, super. Louez-le sur la plateforme Airbnb à quelqu'un d'autre. Et nous, on va juste prendre 15%, 20% de l'échange. Tu vois, de la même façon, quoi. Donc on va parasiter des échanges interhumains sur un marché de l'occasion sans avoir à dépenser un centime sur, évidemment,
l'achat d'appartements ou de foncier. C'est pareil, vous avez une tronçonneuse, bah, vous l'utilisez combien? Ah bah, une fois tous les 2 mois. Bah, ok, on va faire un marché de la tronçonneuse et on va échanger les tronçonneuses et puis on va prendre 20% sur chaque échange de tronçonneuse. C'est toujours la même idée en fait, c'est constamment la même idée. Quand on a été aux États-Unis, on n'a même pas loué une voiture chez un loueur de voiture, on a loué une voiture chez un particulier qui lui-même met à disposition sa voiture et il s'en sert pas. Enfin, et là, les gens, ils te disent disruption, innovation technologique, mais rien, quoi. Tu vois, il n'y a pas une idée là-dedans, quoi. Il n'y a pas un gramme d'idée là-dedans. C'est le contraire d'une idée, quoi. C'est l'application d'un même modèle systématiquement, quoi. En tout cas, du moins, j'ai l'impression que ils peuvent peut-être avoir des idées, mais pas du tout réfléchis sur un futur ou quoi que ce soit. C'est Baudrillard, et alors on y reviendra peut-être parce que tu parles beaucoup de Baudrillard dans ton ouvrage, mais qui dit justement que les Américains en fait, sont très doués pour créer du réel à partir des idées, quand nous on crée des idées à partir du réel. Et en fait, on se rend compte que de toute façon, en fait, ils ont une idée, ils cherchent à le créer. Et peu importe en fait les conséquences, ça rejoint ce que disait un cadre que tu as croisé, dont tu parles dans ton livre, qui explique justement que bah, à la Silicon Valley, on innove, on invente, on crée à tout va. Et puis après, une fois qu'on est content, parce que de toute façon le but c'est de créer, on se demande comment faire du fric avec. Alors on parle pas du contrôle éthique, hein, parce que là on en est encore loin. Ouais, c'est même pas créé, c'est un beau mot créé, mais là c'est très souvent pas créé. Le gars, par exemple, il travaillait dans l'industrie médicale, il est sur les capteurs justement de flore intestinale. Et ils se rendent compte qu'ils ont réussi à trouver un capteur qui effectivement est capable d'analyser toute la flore intestinale et ensuite de fabriquer les capsules qui correspondent à ta flore. Ok, on a cette tech-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il est où le marché? Comment on peut faire des fric là-dessus, tu vois? Donc ils regardent, il y a un marché? Ouais, il y a un marché. Ok, quel fric on peut faire là-dessus? Ah, pas mal de fric. On y va. Et après, le comité d'éthique, la régulation européenne, enfin, vous connaissez le truc, hein, les Américains font, les Asiatiques copient, et nous, on régule. Mais sauf qu'on régule rien du tout, quoi. On arrive beaucoup trop tard, nous, Européens, pour réguler. Sur l'IA, on va rien réguler du tout. Ça arrive beaucoup trop vite. On n'a même pas compris ce qui se passe, que ça sera déjà généralisé en IA personnalisé chez tout le monde et dans toutes les applis, quoi. Donc, il faut faire avec, et il faut essayer de démerder avec ça, quoi. Ouais. Parce que ma question, en fait, parce que je m'interroge, mais comme tu dis, ça va tellement vite. Donc Baudrillard, toujours, il parle de vitesse inculte. Et en fait, je trouve que ça va très bien parce que c'est l'idée juste d'aller vite et pas de réfléchir avec. Et quand à un moment tu parles des entrepreneurs de Silicon Valley, eux, leur business, en fait, c'est même pas telle technologie ou tel truc, c'est le futur. C'est en fait juste, ils bâtissent le futur à coup de prophéties autoréalisatrices. Et moi, je m'interroge parce que j'ai vraiment l'impression que le futur, quand on voit le bouquin sur la Silicon Valley que tu fais, le futur c'est aujourd'hui mais là-bas. Et donc, on serait presque sur un bateau qui est tellement long qu'on n'en voit pas la proue, et qu'en fait, on serait en train d'essayer de le diriger, sauf qu'on voit les récifs qu'on a passés des kilomètres plus loin, passer à côté de nous, bah, bien après. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on évite l'iceberg? Ouais, ta métaphore, elle est juste. Il disait ça, le gars que j'ai rencontré aussi. Il disait, voilà, San Francisco, c'est la ville où le futur se conjugue au présent, ce qui est très con, mais assez vrai. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai le sentiment, après, c'est du feeling, mais on a 10-15 ans de retard sur les technologies qu'eux utilisent, puisqu'ils sont au cœur ils sont vraiment up-to-date. Là, Arnaud Auger, le gars dont je parle, il a des lunettes comme moi, tu vois, c'est juste des Ray-Ban. Et là, à l'angle de la lunette, il y a 2 caméras, tu vois, qui peut activer à n'importe quel moment. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, tu vois, je fais ça, il a juste fermé les yeux, mais une seconde, il m'a dit, là, j'ai pris une photo, quoi, tu vois. Et ben, je vois plein de gens avec des lunettes, je pense dans 10 ans, ça sera la banalité pour vous. Sur les branches, il est en conduction osseuse, donc il écoute ses podcasts, sa musique quand il court. Bah voilà, vous aurez plus besoin de vos casques, ça sera qu'en conduction osseuse. Donc, eux, ils sont sur des prototypes qui sont déjà commercialisés, et comme ils sont à la Silicon Valley, ils sont déjà dedans. Donc tu vois des gens qui ont fait de leur quotidien quelque chose qui pour nous est de la SF pure. Hein. Quand je l'ai vu avec sa bague, je me suis dit merde, moi c'est en 2042 dans les furtifs, là j'étais en 2022, il avait déjà la bague, quoi, tu vois. Donc ça va très vite, effectivement. Par contre, sur l'écologie, je peux vous dire qu'ils ont au moins 10 ou 15 ans de retard par rapport à nos prises de conscience européennes. Personne parle d'écologie, personne s'en fout. Enfin, c'est vraiment, tu vois, des Hummers gigantesques avec des roues colossales, et la roue, elle va jusque-là. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Tu ne sais même pas pourquoi tu conduis une voiture comme ça. Et ils sont encore là-dedans. Donc, ouais, là-dessus, c'est assez net. Mais la notion de vitesse, elle est clé. Je pense que sur l'IA, elle est encore plus importante. C'est-à-dire qu'il y a un côté exponentiel dans l'IA, vu que ça fonctionne totalement en big data. Plus tu as de data, plus ça va vite. Et comme il génère de plus en plus de data, ça va être très très compliqué. Là, j'ai discuté avec un copain hier, c'est incroyable. Il travaille, il est sur une start-up de l'IA. Ce qu'il m'a raconté, je veux dire, j'étais me coucher, j'ai fait. Pff. En fait, je ne me dirais même pas dans Vallée du Silicium encore des choses qui sont. Là, il est en train de m'expliquer que
les IA consomment énormément de données, plus il y a de données, plus il y a de sets de data, plus c'est évidemment performant. Le problème, c'est que les IA étant génératives et générant elles-mêmes beaucoup de textes, beaucoup de récits, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Elles m'ont montré des IA qui génèrent de la vidéo en 2-3 minutes. Tu dis, je voudrais des images de chiots qui jouent dans la neige. Il m'a montré ça, c'était le prompt. Il m'a montré le résultat. C'était juste totalement bluffant. Tu voyais des chiots adorables qui jouaient avec de la neige sur la truffe, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on va générer ça, mais cette vidéo de chien qui joue machin, elle va être sur le cloud aussi, tu vois, elle va être sur le... Donc, on va multiplier de façon exponentielle les données présentes sur le réseau. Et le problème des IA, c'est que si elles ne travaillent pas des données fraîches et des données, elles se dégradent. Et ils appellent ça la shitification, j'adore ça. C'est-à-dire, c'est la merdification. Et tu es en train de merdifier le net, c'est-à-dire que le net va être multiplié par 2, 3, 4 en termes de quantité de données. Et il me racontait que Nvidia, par exemple, qui est une boîte de vidéo, est en train de faire tourner des voitures actuellement dans les villes pour filmer tout et n'importe quoi. Alors, il dit le chien qui pisse, des gamins, des trucs. Je dis mais pourquoi ils font ça, etc. en 8K et machin. Il me dit pour avoir de l'image fraîche, de l'image réelle fraîche, qui est pas merdifiée, des vraies datas. Mais je dis c'est n'importe quoi comme data. Il me dit ça fait rien, c'est des datas qui sont réelles, avec des vraies images d'enfants, avec des vraies images d'achat, par rapport à tous les fakes qui est en train de générer l'IA. Donc si tu veux, tu as un moment donné où il y aura tellement de données IA pourries sur le réseau que même les IA travailleront sur des données dégradées, quoi. Et ça va dégrader la totalité de ce qui se passe. Ça va merdifier. Et ces trucs-là, je l'avais pas vu, moi. Enfin, tu vois, j'ai regardé comme ça, j'ai fait, mais c'est délirant ton truc, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Et lui, il me disait quand il travaille avec des IA pour réfléchir, et il m'expliquait à partir d'un certain set de données, quand tu lui refais mal accès 2-3 fois à un truc qu'il a déjà fait, il commence vraiment à faire de la merde et à te dire des trucs flous, quoi, tu vois. Et si tu lui injectes pas de l'idée neuve et fraîche et humaine, il dégrade tout ce qu'il fait. Donc on va avoir un monde de vidéos dégradées, merdiques. Non mais c'est fascinant, ouais. Ça peut être porteur d'espoir au moins. Hein? Ça peut être porteur d'espoir, tu dis que ça va se casser la gueule. Moi je me suis dit je vais faire une nouvelle fabuleuse sur... Parce que quand tu vas à ce point-là, ils le disent, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, la Silicon Valley aujourd'hui, c'est quoi? Les mecs, ils te reparlent du revenu universel. C'est-à-dire qu'ils te redisent, on va redonner un revenu de base aux gens parce qu'on va flinguer tellement de métiers du tertiaire, on va défoncer tellement de métiers qui vont devenir totalement inutiles parce qu'ils seront faits beaucoup mieux par les IA, parce que c'est des machines de langage. Nous, on est des humains, donc tout ce qu'on fait passe par le langage. Donc une machine de langage, elle va supprimer je ne sais pas combien d'emplois dans le tertiaire. Ils sont parfaitement conscients de ça. Et donc ils reparlent d'une notion qui au départ était une notion de gauche, du revenu universel, en disant on va filer un revenu minimal aux gens parce que de toute façon, les gars, ils n'auront plus de boulot, quoi. Et tu te dis, mais c'est mieux que ça, c'est que comme l'Internet va se shitifier, on va demander aux gens de filmer leurs gosses, de filmer leur maison, d'aller filmer dehors des trucs, ça sera leur boulot de la journée, pour redonner un niveau de réel pas trop shitifié à l'Internet. Enfin, tu vois, moi j'ai une nouvelle là-dessus, enfin, je me dis, je vais faire une nouvelle là-dessus, c'est tellement dingue, c'est tellement n'importe quoi. Puis je vois cette espèce de golem d'ombre progresser dans le... Enfin voilà, on en est là, ouais, c'est... Et ça veut dire que cette révolution... Honnêtement, même moi qui suis auteur de SF, je ne mesure pas absolument toutes les conséquences que ça va produire qui vont être colossales. Là, il me racontait que Amazon est envahi de gens qui, en multiplication, font 300 livres jour. Ils font tourner les IA. Et donc, Amazon a dit un livre par auteur et par jour, quoi. Parce que les mecs, ils font des biographies automatiques, ils font 3-4 prompts, ils font une biographie de n'importe quoi. Tiens, Amy Winehouse... toutes les données sont sur Internet, c'est facile de faire une autobiographie. Tu vas chercher les trucs, tu mets le bon prompt et tu sors un bouquin. Donc évidemment, c'est un bouquin merdique, fait n'importe comment, par une IA, sans faute d'orthographe. Mais qui sera acheté un tout petit peu par une petite minorité. Voilà. Et le gars, il dit, je vais en faire 300, et il y a peut-être quelques-uns qui vont se vendre, et ça va... Tu vois? Mais c'est ouf, quoi. Mais voilà, un effet pervers. Pour moi, il n'anticipe pas. Jamais j'aurais l'idée de faire une biographie d'Amy Winehouse avec une IA. J'ai pas le cerveau pour ça, quoi. Tu vois, avoir cette idée débile et puis d'en faire 100 en espérant qu'à un moment donné. Donc voilà. Mais ça veut dire que la masse de données merdiques et inintéressante. Donc quand tu parles d'économie de l'attention, voilà, c'est mort, quoi. Tu vois, ça sera impossible d'assimiler toute la merde qui va être faite. Il y a justement une impuissance en fait qui se dégage face à ça, alors qu'on parlait au tout début de justement comment est-ce que cette technologie peut parfois redonner du pouvoir, de la puissance. Il y a une impuissance qui se dégage parce qu'on ne peut pas en fait endiguer tout ça. Et pourtant, quand tu es parti à la Silicon Valley, c'était avec l'idée, alors pas du tout justement d'avoir un regard transphobique, parce que comme ce qu'on disait, la peur elle amène à rien, le rejet pur et dur des technologies aujourd'hui c'est juste contre-productif, mais technocritique.
technophobique. mais au sens positif et négatif. Ouais, bien sûr. Et en fait, il y a une rencontre, un portrait très touchant que tu fais d'ailleurs d'un développeur que tu as rencontré, Grégory Renard, développeur à la Silicon Valley, et où justement c'est quelqu'un pour qui en fait il sait se servir des technologies, il sait comment essayer d'en faire quelque chose de productif, de constructif, comment par exemple utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer son temps de travail. Bon, c'est une perspective qui ne plairait pas à tous, on est d'accord, mais voilà, il saurait en tout cas en dégager quelque chose. Et ce qui ressort, c'est en fait, il nous faut aujourd'hui apprendre à se servir de ces technologies et de l'intelligence artificielle, et comment est-ce qu'on milite pour ça, du moins à l'échelle française? Non, mais ça c'est hyper important. C'est-à-dire que moi je veux pas du tout alimenter, même si là je montre tous les aspects un peu terrifiants du truc. Je veux pas du tout alimenter une espèce de fatalisme en disant c'est mort, on est défoncé. Moi je crois, voilà, j'ai toujours été très politisé. Je crois à la résistance, je crois aux alternatives, je crois aux possibilités de faire les choses autrement. Donc on peut parler de ça, bien sûr. Là, ce qui était génial sur Grégory Renard, c'est un mec qui travaille sur les machines de langage, sur les chatbots depuis très longtemps, à très haut niveau. C'est un gars qui conseillait Macron même quand il vient en France, etc. Donc il est de très haut niveau. Et ce qui était génial à l'écouter, c'est que c'est un artisan. Voilà, c'est un créateur. C'est-à-dire que lui, il utilise les bots, c'est-à-dire ce qu'il appelle les bots, c'est des machines de langage tout le temps pour faire plein de choses. Il fait ses propres revues de presse le matin avec des bots qu'il a programmés. Il fait des boards of IA, c'est-à-dire il fait des comités d'IA qui pondèrent avec différents trucs. Il les fait fonctionner comme une démocratie pour avoir voilà, le gars, il apprend des valeurs humaines aux machines, il apprend aux machines à intégrer qu'est-ce que c'est que du sexisme, qu'est-ce que c'est que du racisme, comment le repérer dans des messages, dans des actions, etc. Il a travaillé sur le Capitole, sur l'attaque du Capitole, en montrant que les bots d'extrême droite, justement, étaient massivement utilisés pour créer une espèce d'excitation et d'envie d'aller en découp. Donc, c'est un gars qui a vraiment des valeurs et qui utilise sa technologie pour faire des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Mais surtout, c'était que tu retrouvais cette autonomie sur l'outil que nous, on a complètement perdu, quoi. Voilà. C'est-à-dire que lui, il sait coder, il sait hacker, hacker, ça veut dire bricoler en anglais, et c'est le bricolage altier, intelligent, artisanal de ces technologies-là. Et en l'écoutant, tu sentais ce brio, cette virtuosité, et tu disais, putain, moi j'adorerais pouvoir utiliser, évidemment, on n'est pas éduqué, on ne sait pas, on n'a pas le niveau pour faire ça, mais il te montre quand même une voie et une convivialité de l'outil. Parce que moi, je reste très illichien là-dessus, c'est-à-dire Illich, il discrimine les technologies conviviales ou pas conviviales, émancipatrices ou pas, et un des premiers critères, c'est de dire c'est des technologies sur lesquelles tu vas pouvoir réparer, tu vas pouvoir remplacer des pièces, tu vas pouvoir bricoler, tu as la main dessus. Il donne l'exemple archétypal du vélo, mais c'est très con, mais par rapport à la voiture à carte où tu arrives, tu poses la carte, tu appuies sur on et puis ça marche pas, tu es juste à appeler le répondeur, enfin pas le répondeur, le revendeur. Il te dit, bah, le vélo, la chaîne saute, tu remets la chaîne. Le vélo, ça freine pas, tu changes le patin. Le vélo, tu crèves, tu peux changer le... Donc, c'est des technologies, on comprend parfaitement comment elles fonctionnent, exhaustivement comment elles fonctionnent, contrairement au smartphone où personne ne comprend comment ça marche. Et donc, tu as la faculté, donc c'est ce qu'on appelle la low-tech, justement, c'est pas la high-tech. La high-tech, ça se définit par une sorte d'hétéronomie, c'est-à-dire de dépendance totale à la façon dont l'outil a été construit et d'incapacité à pouvoir le modifier. Et ça, c'est une dimension de la technologie qui est fondamentale. Quand tu reviens à la capacité à pouvoir coder toi-même, hacker toi-même, bricoler toi-même, remplacer les pièces, là, et ça devient effectivement un outil de liberté, voilà, de libération possible. Ça, c'est un approche. Mais ça implique de savoir coder, tu vois, d'apprendre le codage déjà. Et c'est une des pistes. Après, la deuxième grande piste, elle est évidemment l'éducation. Et moi, je le dis simplement, si un jour je suis ministre de l'Éducation nationale en France, le premier truc que je ferais, tu vois, c'est pour ça que pour moi, Gabriel Attal, c'est vraiment un connard absolu. Et ces gens-là, moi, j'ai envie de les foutre dans une grotte et les affamer pendant 27 jours. Enfin, tu vois. Parce que le gars, il va te parler de l'IA, de l'importance de l'IA, que la France est en tête sur les IA. Et c'est vrai que la France est à un beau niveau sur les IA. Mais la première chose à faire, tu es ministre de l'Éducation nationale, tu dis, OK, il y a les maths, il y a le français, c'est deux matières fondamentales, etc., pour la construction. Et la troisième matière, c'est la techno. La techno, en quel sens? La techno, c'est que ça fait 30 ans qu'on est des barbares des réseaux, ça fait 30 ans qu'on prend les vagues et les tsunamis d'innovation technologique. On n'a jamais appris à utiliser correctement un réseau social, on n'a jamais appris à utiliser correctement un moteur de recherche et à comprendre comment sont faits les classements. On ne sait pas apprendre aux gamins les bons jeux vidéo, c'est-à-dire que les jeux vidéo qui émancipent, qui te construisent à des jeux vidéo extraordinaires, qui développent l'imaginaire, qui développent des capacités de spatialisation, qui développent des apprentissages de créativité. Tu vois, je pense à Zelda où tu es obligé d'avoir de la créativité pour résoudre certaines énigmes, Bon,
ces jeux-là, ils construisent les gamins. Ces jeux-là, ils sont intéressants. Il faut les passer. Moi, je fais jouer ma fille à Zelda parce que elle a des soucis en maths et ça l'aide à structurer et avancer, à comprendre des processus, à suivre des courbes d'apprentissage. Et c'est très utile. Si par contre vous la laissez jouer au jeu de la pastèque, à 2048, à Candy Crush et à toutes ces merdes-là, c'est juste des boucles de dopamine qui s'activent et ça lui détruit le cerveau. Et ben ça devrait être appris à l'école, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe d'apprentissage dans le jeu vidéo, comment c'est construit, et de comprendre à quoi tu joues, tu vois. Aujourd'hui, l'IA arrive à grande vitesse. Il faut apprendre aux gens à utiliser l'IA, à prompter, comment tu promptes correctement, comment ça fonctionne, tu vois. Et dès la 6e, et tu passes 3 heures par semaine à apprendre ça aux gamins, tu vois. Et là, tu construis des citoyens émancipés. Et là, tu construis des citoyens qui ne sont pas aliénés au cycle de dépendance des technologies. Parce qu'on n'a pas parlé de ce que font les GAFAM sur les plateformes. C'est très simple ce que font les GAFAM sur les plateformes. Elles maximisent la durée que vous allez passer sur la plateforme, puisque ça permet de générer le maximum de pubs. Pour maximiser la durée passée sur la plateforme, donc maximiser le profit pour eux, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles utilisent tous les biais cognitifs existants dans un esprit humain. Donc ils utilisent depuis 30 ans, peut-être vous le savez, mais je vous le redis si vous ne le savez pas, des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des behavioristes, des comportementalistes, et ils regardent tous les biais possibles qu'on peut utiliser pour vous rendre dépendant et maximiser le temps que vous passez sur une plateforme. Donc ils designent, ils appellent ça designer la dépendance, quoi, de façon extrêmement consciente, intentionnelle, et là on peut parler vraiment de... Par exemple, il y a la boîte de Skinner, vous savez, c'est cette histoire de ce comportementaliste américain qui en 1920 faisait avec des pigeons et des rats comme ça, il les mettait dans une boîte. Vous connaissez le truc? Qui connaît la boîte de Skinner? Toi, ça, voilà. Et ben, s'il y avait, j'étais ministre de l'Éducation nationale, et si tu avais suivi les cours de techno, et ben tu saurais ça. Pourquoi? La boîte de Skinner, c'est un des plus grands outils existants aujourd'hui pour vous aligner aux plateformes. Qu'est-ce que c'est la boîte de Skinner? Le gars, il a trouvé un truc génial, quoi. Enfin, génial dans l'horreur et le cynisme, quoi. Donc le gars, il avait des pigeons, il a utilisé beaucoup les pigeons. Donc tu as une tirette, tu as une cage avec une tirette. Et quand il appuie la tirette, tu sors un bâton de nourriture pour le pigeon. Ok? Donc il fait un test pavlovien très simple. Donc chaque fois que le pigeon appuie, on va dire, il sort 2 bâtons. Donc le pigeon, il appuie, il prend 2 bâtons, il les mange. Le pigeon réappuie, il prend 2 bâtons, il les mange. Ok, quand il y a ça, le pigeon, il s'autorégule, il sait quand il appuie. Et il mange à peu près normalement. Comme votre chat quand vous laissez les croquettes, tu vois, c'est à peu près pareil. Et tout d'un coup, le gars, il a cette idée complètement tordue, perverse. Il dit, mais on va faire un truc. Des fois, quand on va appuyer, le pigeon, il aura 0 bâton. Puis, deuxième fois, 0 bâton. Puis après, on va lui donner 10 bâtons. Puis après, 8. Puis après, 2. Puis après, 3 fois 0. Puis après, tu vois, on va rendre la rétribution aléatoire. Et on va voir ce que ça donne. Tu vois, les mecs, il faut être tordus quand même. Et il fait ça, et il se rend compte que les pigeons, ils deviennent totalement frénétiques, ils appuient en permanence sur la tirette, quoi, tu vois. Ils n'arrivent plus à se réguler, ils se rendent dans une espèce d'hystérie, tu vois, de truc. Après, il y a plein de raisons sur l'évolution, on pourrait parler de pourquoi c'est ça, et pourquoi, je pense que c'est lié à la cueillette, à la chasse, au caractère totalement aléatoire de la récompense quand tu vas chasser et cueillir, et que c'est ancré dans l'évolution, je pense, biologique des espèces. Quand tu fais ça sur l'espèce humaine, tu fais les machines à sous de Las Vegas, c'est-à-dire que tu es là, tu tires, 0 pièce, 0 pièce, 0 pièce. 2 pièces. Et là, waouh, tu retires 10 pièces. Waouh. Et tu vas faire 15 fois 0 pièce, mais parce que la 16e, tu as des pièces, tu continues à le faire. C'est-à-dire que le caractère aléatoire de la rétribution, de la récompense, crée une addiction prodigieuse sur l'esprit humain. Et en fait, tout est construit comme ça, quoi. Tu vois, quand vous recevez votre fil de notifs, il y a 3 notifs qui sont aucun intérêt pour vous, tu as envie de décrocher de la plateforme, puis la 4e notif, elle est intéressante. Et puis le 5e message, il est cool, il est vraiment cool. Et après, tu as 3 trucs pourris. Mais il y a un 7e message qui, tu vois, et ça te maintient dans la plateforme mieux que n'importe quoi d'autre. Je te prends Tinder, c'est pareil, quoi. Tu vois, je te parle et je te le fais en mode hétéro masculin. Tu regardes, ils vont te filer une bombasse dès le premier truc, qui généralement est même pas sur la plateforme. En réalité, c'est des images qui t'ont été mises. Cette nana, tu feras jamais aucun match avec elle parce que elle n'existe pas, ou c'est même un deepfake, ou je sais pas quoi. Mais toi, tu fais waouh, c'est génial. Alors, tu commences à t'exciter, à dire match, machin, tu vois. Puis t'envoies 3 tons. Tu vois? Et tu regardes, tu passes, et puis t'envoies une bombasse et 3 tons. Je fais exprès d'être bourrin, excusez-moi les filles là-dessus. Mais voilà, c'est l'idée, tu vois. C'est-à-dire que on suscite ton désir, on l'éteint, on le suscite, on l'éteint, on le suscite 2 fois, on le rééteint. Et ce caractère aléatoire, c'est fait que tu vas swiper, tu vois. Voilà, c'est pareil pour les... Je peux vous faire la chose inverse avec les mecs et les filles, enfin voilà. Donc, ça, qui vous l'apprend? Moi, je l'ai appris en lisant des livres, j'ai appris... c'est extraordinairement utilisé dans toutes les plateformes, ce phénomène-là.
Bah, apprenons-les aux gens, voilà. Tu vois, le fear of missing out, le désir de complétude, il y en a plein des biais, tu vois, il y en a 50 au moins utilisateurs. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Donc éduquer. Mais l'éducation nationale va mettre énormément de temps à faire ça. Donc il faut s'auto-éduquer, il faut s'entre-éduquer, il faut que les parents éduquent leurs enfants, il faut que les enfants éduquent leurs parents, il faut qu'entre potes on s'éduque, etc. C'est-à-dire qu'il faut le faire de façon immanente et voilà, moi je dis toujours, moi mes potes, je le vois, mes potes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à leurs gosses quel film il faut voir et quel livre il faut lire. Voilà, on est à peu près bon sur l'éducation de ces deux trucs-là. Regarde telle série télé, regarde tel long métrage, regarde pas cette merde, et en gros, lis ce type de bouquin. Et on se dit, ça y est, on a fait notre boulot de parents, on est fiers en tant que bobo, tu vois. Quel parent apprend les réseaux sociaux à ses enfants en disant, attention sur Insta, l'algorithme il est fait comme ça, attention sur Facebook il est fait comme ça, attention l'algorithme de Clash, de Twitter, ça produit ça, attention, tu vois. Voilà. Souvent, c'est même les enfants qui en savent plus à la rigueur que les parents. Et de façon un peu, tu vois, un peu. Et pareil sur les jeux. Quel parent apprend les bons jeux? Tu vois? Les parents ils disent, tu joues ou tu joues pas, et c'est tout. Oh, t'as passé trop de temps sur la tablette. Mais on s'en fout du temps passé sur la tablette si c'est un jeu vraiment intéressant qui développe l'esprit de l'enfant. Par contre, si tu passes 10 minutes sur Candy Crush, moi, je préfère t'enlever la tablette tout de suite, quoi, tu vois? Parce que t'es en train de te flinguer, tu vois? C'est pas une question de temps passé, c'est une question d'intérêt de ce que tu fais sur le jeu vidéo, quoi. Qui fait ça? Quel parent fait ça? Vous connaissez des parents qui font ça? J'en connais un ou deux, peut-être, tu vois. Donc, on n'a pas fait le boulot, voilà. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, si on se remue pas, ça va être... Donc ça, c'est une vraie possibilité qu'on a de le faire, quoi. Ouais. Alors, trop de temps, là, mais... non, mais il n'y a pas de souci. On va aborder bientôt la dernière partie de l'entretien. Juste avant, est-ce que tu peux peut-être dire juste quelques mots, parce que dans ta démarche d'aller à San Francisco, je sais un peu de sujet, il y a quasiment en fait un écho à un homme donc, que tu cites beaucoup, qui est Jean Baudrillard, qui a écrit en 1986 Amérique, et qui va justement lui avoir aussi un regard où il va s'interroger sur l'Amérique qu'il voit dans son temps. Peut-être juste contextualiser peut-être genre qui est Jean Baudrillard Jean Baudrillard, c'est un très grand sociologue et philosophe français des années 70 qui a écrit des textes fantastiques sur la société de consommation, et il va aux États-Unis, il pense directement les États-Unis, c'est ça que j'ai adoré, moi, c'est cet exercice de la pensée en direct, immédiate sur le monde, quoi, et d'essayer de comprendre ce que tu vois et d'en tirer des concepts ou des analyses. Et il voit des choses incroyables, il y a des intuitions incroyables il y a 40 ans de là, quoi, tu vois, l'intuition du stade vidéo, par exemple, le fait qu'on peut plus rien faire sans se filmer en train de le faire ou sans prendre la photo de ce qu'on est en train de faire. Il n'y a plus de fête sans les images de la fête, il n'y a plus de voyage sans les images postées du voyage, il n'y a plus d'événements vécus sans l'archivage méticuleux de ces événements sur ton smartphone. Et il voit ça avant et il te pose la question et te dire mais pourquoi c'est comme ça, et ça c'est une déclaration d'inexistence des gens, enfin tu vois, c'est-à-dire qu'on fait ça parce qu'on a besoin de renforcer une identité qu'on trouve flottante, quoi. Donc la moindre événement, la moindre intensité qu'il y a dans une fête, on a vite envie de l'orpailler et de l'enregistrer parce que finalement tout flotte, tout est brownien, tout est dispersif, pulvérulent, et on a du mal à se sentir exister, quoi. Et il le dit sur les selfies, il dit c'est pas du tout un problème de narcissisme, c'est même plus terrible que ça. On voit tellement de belles images de visages, etc. partout, et de deepfake, qu'on se trouve toujours tous moches, quoi. Je connais pas une nana, je connais pas un mec qui se trouve pas moche d'une façon ou d'une autre. Tu vois, donc c'est même pas du narcissisme, c'est une déclaration d'existence. Tu as besoin d'exister à travers la photo que tu prends de toi et te dire, tu vois. Et ça, c'est un affect de l'époque qui est fantastique, quoi. Et ça, c'est Baudrillard qui le voit. Quand il parle des joggers sur les plages qui vont exhauster leur physique, et je pense moi à l'ultra trail, je pense à toutes ces courses complètement délirantes où les gens ils s'épuisent jusqu'à frôler la mort parce qu'ils ont besoin de sentir leur corps exister, quoi. Tu vois, ils ont besoin que cet épuisement permette de sentir intérieurement que le corps il est là, quoi. Tu vois, c'est parce qu'il a disparu, parce qu'on le sent plus, parce que tu vois. C'est vraiment intéressant, mais ça, c'est les intuitions de Baudrillard qui sont... Bah, il a justement une phrase qui renvoie justement à ce que je disais en introduction, qui est la question du lien entre nous et qui a tendance à se désagréger, à disparaître. Il a cette phrase quand il regarde les États-Unis, qui est que c'est une société où l'interface et l'interaction en fait ont remplacé désormais le face-à-face et l'action. Il a dit que c'est une société qui communique. Il dit précisément, ça s'appelle l'information et ça s'est infiltré partout comme un leitmotiv phobique et maniaque qui touche aussi bien les relations érotiques que les instruments de cuisine. Mais donc en fait, on pourrait presque se demander cette perte de lien qui est peut-être accentuée par la technologie. La technologie n'en est pas seule responsable aujourd'hui. Mais d'où est-ce que vient en fait cette perte de lien dans nos sociétés qui s'est accentuée au cours du XXe siècle, puisqu'en 86, il en observait déjà les prémices. Ouais, en plus il donne un exemple, c'est génial, c'est la casserole à induction, quoi. Il dit
en fait, le feu ne touche pas la casserole et pourtant ça chauffe, quoi, tu vois. Et, euh, et j'adore, moi, parce que tout le monde a des casseroles à induction. Jamais je me suis posé la question c'est-à-dire que ça transmet l'information de la chaleur à la casserole sans la toucher, quoi, tu vois. Et il dit que sur la relation érotique, c'est exactement la même chose. Et on le voit d'ailleurs maintenant avec la possibilité de faire l'amour à distance, avec des combinaisons haptiques, etc. Mais le point clé, c'est vraiment ce terme de philo que j'aime beaucoup, c'est être unis en tant que séparés, tu vois. On est reliés en tant que séparés. C'est-à-dire qu'on est à distance sociale, les corps sont à distance, mais on est quand même reliés. Donc moi je dis les GAFAM, elles n'ont pas détruit les liens, elles les ont anesthésiés et édulcorés, mais surtout elles les ont absentés, tu vois. C'est-à-dire qu'elles ont absenté le corps du lien. Or pour moi, un lien qui n'engage pas le corps, c'est un lien qui est dévitalisé. Voilà. Et une visio, on peut prendre l'exemple des visios. Maintenant, on a l'impression que faire une visio, c'est exactement pareil que de se réunir et se voir. Bah, une visio, si tu regardes, pareil, il faut être zoologue, tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une image 2D de quelqu'un, tu vois pas la 3D, donc tu vois les visages, l'expression, d'accord. Tu as un son qui sort, qui est très pourri, qui est pas spatialisé, là il y a un son spatialisé, ça rebondit de partout, etc. Et quand tu parles à quelqu'un, le son, tu es inscrit dans une dimension sonore très forte, et surtout, bah, t'as pas d'odeur, t'as pas de toucher, t'as pas de poids, t'as pas l'énergie, t'as pas la présence, t'as pas le magnétisme, t'as pas le charme et le charisme, t'as un milliard de choses qui manquent et qu'on sait même pas mesurer, que c'est pas de l'ordre du quantitatif, c'est pas juste les 5 cents, c'est bien plus que ça. Et on a juste le son et l'image. Et à partir du son et de l'image, on se dit, bah voilà, on est là, on discute et c'est bien. Bah oui, on échange de l'information, quoi. Mais on n'est pas lié. Et être lié, c'est engager le corps dans un rapport, pour moi, quoi. Voilà. Et c'est là-dessus qu'ils ont été forts, parce qu'ils ont dit, en gros, c'est la même chose, quoi. Alors que vraiment, non, je pense, ouais. Et on retrouve là ton travail d'écrivain, et j'aborde vraiment là où les deux dernières questions, je vais voir si je vais faire en un coup ou deux, mais c'est dans la Silicon Valley, tu en fait observes déjà en fait ces grandes GAFAM que tu vas appeler en fait mythocrates. Ce sont ceux qui aujourd'hui produisent les mythes contemporains. Ce sont ceux qui vont les imposer d'ailleurs, d'où le terme mythocrate, en opposition à l'écrivain et notamment l'écrivain d'imaginaire qui lui se doit en fait de proposer dans cette une alternative, un imaginaire différent, que ce soit sur l'utilisation de technologies, mais surtout en fait sur qu'est-ce qu'on peut en faire et jusqu'où est-ce qu'on va, que tu appelles mythopoète. Quelle responsabilité aujourd'hui politique pour l'écrivain de science-fiction? Moi, je trouve qu'elle est énorme, voilà, et surtout si tu as un tout petit peu d'audience ou de lecteurs, elle est énorme parce que on travaille sur la même matière. En fait, on travaille sur la même matière première qui est le futur. On travaille sur ce qui va se passer. Et le futur, par définition, n'est pas encore advenu, donc c'est de l'imaginaire, donc c'est quelque chose c'est une patte préhensible, c'est une patte malléable, et c'est dire quel futur désirable tu es en train de mettre en place, qu'est-ce que tu rends désirable, comment tu actives les affects vers quelque chose qui te paraît enviable ou pas. Et eux, ils travaillent très, très fortement avec beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens évidemment que nous, à définir ces futurs. Parfois par les blockbusters, parfois par des jeux vidéo putassiers, parfois par des séries télé, etc. Et nous, on se bat avec nos armes d'écrivains de science-fiction en essayant de poser des futurs différents, ce qu'on appelle désincarcérer le futur, leur futur en tout cas. Et c'est un vrai boulot. Et je crois qu'il y a un boulot autour des mythes. C'est-à-dire qu'on est à des moments... Moi, je crois ce truc-là. Après, on peut discuter là-dessus, mais je crois que les mythes émergent dans une société dans les moments de dépossession. Quand tu as plus la possibilité d'appréhension ou de compréhension de ton monde, tu n'as plus les repères, parce que ça va trop vite ou parce que tu as des phénomènes qui sont absolument inassimilables. Avant, c'était les phénomènes météo, par exemple, qui étaient indevinables, imprévisibles et incompréhensibles. Et donc, on créait des divinités pour essayer de leur faire porter la pluie, etc. Bon. Nous, aujourd'hui, il y a deux facteurs de dépossession massifs. C'est un, le réchauffement climatique, le réchauffement de la planète, les crises climatiques et l'effondrement que ça peut produire. Et deux, c'est l'émergence des IA avec un monde qui produit tellement d'informations qu'aucun cerveau humain est capable de les assimiler. Quand tu penses encore à Radbreak, qui pouvait encore lire tous les livres existants à son époque, tu rigoles aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est complètement fou. Donc, c'est deux grandes dépossessions, parmi plein d'autres, tu vois. Et du coup, elle génère des mythes, forcément, parce que c'est une façon de se réapproprier les choses, de mythifier. Et la Silicon Valley, elle génère le mythe de la superintelligence, c'est-à-dire d'une IA qui émergerait de l'océan d'information et qui aurait la capacité à ramasser, évidemment,
toutes les datas du monde, à les réarticuler, leur donner un sens, et du coup, à piloter la planète, quoi, tu vois, à faire qu'on déléguerait à ces super intelligences le soin d'optimiser le bien-être humain ou le bonheur humain. Ça, c'est typiquement de la mythocratie, c'est typiquement de la mythopoïèse, c'est-à-dire c'est de l'invention de mythes qui vient répondre à une des possessions qui est que l'IA nous produit effectivement de la chitification du monde et de plein de choses, et qu'on n'arrive pas à se le... Donc c'est intéressant, tu vois, d'avoir ça. Et il y a eu d'autres mythes créés autour du cyberpunk, qui ont été qui ont été passionnants. Des fois, c'est des mythes cathartiques. Par exemple, le Terminator, c'est un mythe cathartique de dire, les machines vont venir et créer une explosion nucléaire qui va nous raser de la surface de la Terre. Elles vont se venger sur nous. Donc là, c'est la mythologie cathartique qui est pour purger des angoisses, pour purger des violences. Et tu bosses sur ces trucs-là. Les furtifs, c'est une forme de mythe, c'est une forme de mythopoïèse, de dire il existe une espèce qui échapperait au contrôle, qui échapperait à la traçabilité. Tu vois, c'est typiquement un mythe de gauche, on va le dire, un mythe d'extrême gauche, c'est-à-dire de dire on peut échapper à l'empire du contrôle, on peut échapper à la traçabilité exhaustive. Il existe une espèce qui est capable de faire ça, quoi. Et mieux que ça, on peut s'hybrider avec cette espèce. L'espèce humaine peut s'hybrider avec cette espèce et retrouver sa liberté et son, en quelque sorte, invisibilité, en tout cas, dans traçabilité. C'est typiquement un truc, tu vois, qui répond au sentiment de dépossession. On est contrôlé de partout, tout le temps. Là, on est contrôlé, là, tout est enregistré, là, tout est, tu vois. On est dans un monde impeccablement et très exhaustivement contrôlé aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire humaine. Je veux dire, ce que faisait la Stasi sur les citoyens, c'est que dalle par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur nous, tu vois. Donc, quand tu es dans ce monde-là, tu crées des mythes qui vont inverser, qui vont contrer, et on se bat là-dessus, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas dire, alors, enfin, ton point de vue d'écrivain, est-ce que aujourd'hui, on pourrait pas considérer en fait que de toute façon, on se doit de créer justement, ce que disaient des imaginaires collectifs positifs, et donc en fait que l'âge de la dystopie elle est achevé et que le temps des nouvelles utopies au contraire est arrivé. Ouais, la dystopie, elle est pas achevée parce qu'elle reste d'abord une création de complaisance, elle reste une création de catharsis, vraiment, même pour l'auteur lui-même. Des fois, tu as juste envie de faire une dystopie pour te purger de toute l'horreur de ce que tu vois advenir et le cauchemarder une bonne fois pour toutes sur la feuille, ça te permet de t'en débarrasser. Donc la dystopie continuera à fonctionner. Moi, j'aime bien quand la dystopie fonctionne comme un arrière-plan qui permet une révolution, qui permet une révolte, qui permet un dépassement, qui permet une résistance. Moi, maintenant, j'essaye de donner cette couche dystopique à mes romans, mais en mettant en place vraiment une logique de révolte, de combat, d'alternative, pour montrer que malgré ce fond dystopique, tu peux t'en sortir et créer des choses qui sont émancipatrices. Je trouve que c'est intéressant de fonctionner comme ça. Mais la vraie piste, c'est la prototopie, ce qu'on appelle la prototopie, qui est une très belle idée, c'est de dire, c'est des prototypes de société, c'est des prototypes de fonctionnement sociaux, de vivre ensemble, que tu vas essayer de mettre en place dans tes livres, en montrant que ça peut fonctionner, en montrant que c'est consistant, que les gens peuvent vivre dans ce monde-là, et que c'est intéressant de faire ça. Par exemple, tu pourrais faire une prototopie sur l'économie du gratuit, un monde où il n'y aurait plus de monnaie, par exemple, et montrer que ça peut fonctionner, et que ça peut... voilà, ça c'est une prototopie. Et les prototopies, c'est plus important, je trouve, que la dystopie ou l'utopie, c'est plus riche. Donc c'est plus vers ça qu'on va. Mais voilà, pour moi, tout fait partie du combat. C'est-à-dire que l'imaginaire fait partie du combat, la résistance concrète fait partie du combat. Ce qu'on a créé maintenant, aujourd'hui, dans les Alpes de Haute-Provence, la zone d'expérimentation qu'on a mis en place, elle fait partie du combat. C'est-à-dire qu'on monte, même à petit niveau, le monde qu'on aimerait voir fonctionner, advenir. Les liens font partie du combat. C'est-à-dire battre les capitalistes sur le terrain des liens, sur le terrain de la promesse, sur le terrain du désir, ça fait partie du combat. Lutter contre la loi du moindre effort, ça fait partie du combat. Lutter contre le désir de pouvoir que te donnent les technologies, ça fait partie du combat. Enfin, tu vois, éduquer, ça fait partie du combat. Donc, il n'y a pas une solution, tu vois, si on comprend bien. C'est pas parce que je vais devenir ministère de l'Éducation nationale ou n'importe quoi qu'évidemment je résolverai le problème juste en mettant une classe techno qui serait bien foutue. C'est bien sûr pas suffisant, mais voilà, il y a un spectre, en tout cas, de solutions, d'actions qu'on peut tous incarner, prendre en charge. Moi, je suis écrivain de l'imaginaire, donc évidemment, mon gros travail, il est dans la fabrication de récits, de narrations, de mythes. Ça, c'est mon gros travail, mais ça ne m'empêche pas de faire concrètement aussi des choses, parce que je considère que je suis citoyen aussi, et que faire des ateliers à l'école des vivants, de faire des séminaires, d'accueillir des groupes militants, de servir de base arrière des luttes, de faire de la résidence d'artistes, de faire des maraîchages en altitude, tout ça fait partie concrètement du boulot aussi. Et après, c'est compliqué de faire les deux, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on doit faire, donc j'essaye de... Et ça ne m'empêche pas de lutter contre Amazon aussi,
voilà, de me battre contre la dissolution des soulèvements de la terre ou d'être dans la résistance contre aussi, puisque ça fait partie aussi de. Mais il y a plein de solutions, voilà, il y a plein de. On n'est pas condamné du tout, voilà, rien n'est écrit, rien n'est. C'est à nous de faire ce futur, quoi. C'est à nous de l'empoigner. Mais il faut être conscient de ce qui se passe, voilà, et de la vitesse à laquelle ça se passe. Ouais. Et ça va très vite. D'ailleurs, le temps aussi passe très vite. Et on arrive un peu au bout. Ouais. Voilà, s'il y a peut-être 2-3 questions à leur maximum, parce que vous êtes très nombreux, donc après on pourra parler de là. Et de toute façon, il y aura un moment dédicace. Mais voilà, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite déjà poser une question? Alors, on va essayer de voir avec Juste devant, c'est bien. le micro. À l'ancienne. C'est le côté transmédia sur tout le reste. Est-ce que c'est toujours possible ou pas? Vas-y, dis-moi, ouais, j'ai pas entendu en fait là. Je disais, est-ce que le côté transmédia sur tout ce que tu avais créé par rapport à la Horde et tout le reste, est-ce que avec ta notoriété actuelle, est-ce que c'est possible ou pas? De continuer à faire du transmédia à partir des. De la Horde et... Oui, il y a plein de choses qui se font, mais c'est pas moi qui l'endosse. Moi, je laisse ouvert les droits. On laisse plein de choses se faire. Là, il y a sans doute la Philharmonie nous a demandé de travailler sur la Horde, par exemple. On va certainement faire avec le Ballet National de Marseille, avec de la danse et Ron. Mais il y a une BD sur la Horde, mais il y a des spectacles vivants sur la Horde, mais il y a des jeux de rôle sur la Horde, il y a des jeux de plateau. Et on laisse, avec Mathias, mon éditeur, on laisse ouvert tout ça, on bloque pas les gens. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a aucune raison d'empêcher les gens de créer à partir d'une œuvre. Ouais. Après, si ça devient commercial et que ça marche, évidemment, la Vold va prendre son pourcentage parce que c'est les droits d'auteur, tu vois. Mais on ferme jamais les droits. C'est-à-dire que moi, que ce soit des purs amateurs, comme que ce soit des très grands professionnels, je fais pas la différence. Je considère qu'on ne doit pas interdire aux gens de créer. Moi, c'est un grand bonheur et un grand honneur que des gens... que des gens empoignent l'univers, rentrent dans l'univers, le modifient, le transforment, le trahissent. Moi, je leur dis, trahissez-moi pourvu que ça soit intelligent et riche, quoi. Voilà, il y a 1000 façons de faire la Horde en BD. Eric Hénino en a choisi une. On a voulu faire un film d'animation, ça s'est planté, mais c'est pas grave. Il devait y avoir une bande défilée sur la Horde, là, pour l'instant, c'est arrêté. Il y a plein de choses qui se créent. Il y a beaucoup de spectacles vivants aussi, sur des parties de la Horde. Et c'est génial. Voilà, sa vie, voilà, et sa vie, c'est une grande chance pour un auteur que ses œuvres vivent à travers d'autres créateurs. Ça, c'est un vrai bonheur. Moi, ça m'éclate à chaque fois. Ça, c'est un truc. Alors, monsieur, Voilà, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, on parle de science-fiction et en fait, finalement, on parle du quotidien Ouais. et de ce qui va arriver dans peut-être 10-15 ans, donc très, très proche. Et dans la littérature de science-fiction, il y a toujours eu cette course entre le quotidien et la science-fiction, donc science-fiction qui prend de l'avance et le quotidien qui rattrape. Et là, finalement, est-ce que le quotidien n'a pas gagné la course sur la science-fiction? Non, parce que c'est des cycles, c'est-à-dire qu'il y a des cycles d'accélération et des cycles de ralentissement. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, pour une raison très, très simple, il n'y a plus de terres rares, par exemple, il y a plus de métaux rares et que un métal rare qui rentre dans la composition du smartphone n'est plus disponible et que du coup ça ralentit toutes les chaînes de production, on va retomber dans la mid-tech ou la low-tech très vite et ça sera un autre rythme, une autre dimension. Moi, c'est ce que j'espère, hein, je vous le dis franchement. J'espère qu'il y aura un blocage dans les ressources qui fait qu'à un moment donné, on va sortir de l'orgie énergétique et de la high-tech pour tous, qui pour moi une connerie abyssale, quoi. Je pense qu'en faisant 2 heures d'internet par jour, on vivrait aussi bien qu'en faisant 12, quoi, tu vois. Donc, moi, je crois à cette sobriété, à ce côté low-tech. Donc, tu peux pas savoir. Là, il y a une accélération avec l'IA, et l'accélération, effectivement, on est juste moi, je considère qu'on est à la vitesse à peu près du présent. Quand tu es un peu attentif à ce qui se passe au niveau de au niveau de la science-fiction. Mais c'est pas grave. Enfin, moi j'ai aucune... je considère pas que la science-fiction a vocation à prédire ou à prédire exactement ou à prédire pertinemment ce qui va se passer. On doit identifier les tendances fortes du présent, les hypertrophier. On doit créer des effets de miroir par rapport au présent, des effets d'écho. Peu importe si c'est en 10 ans, 20 ans, 1000 ans, tu vois, comme c'était dans Dune où tu es à plus de 10 000, etc. On s'en fout, c'est pas le problème. Je crois qu'il n'y a aucun récit qui a prévu le smartphone comme outil quotidien, tu vois. C'est pas important. Par contre, on avait prévu l'arrivée de plein d'autres choses, mais enfin, cette idée de l'exactitude, tu vois, c'est ce côté messianique, quoi, prophétique, comme si l'auteur de SF devait être précis dans la prophétie. On s'en fout, tu vois. Les furtifs, ça arrivera jamais, et pourtant, ça reste intéressant dans ce que ça dit de l'époque. Peut-être qu'il n'y aura jamais le zonage spatial avec les forfaits premium, privilèges, standards des furtifs. Mais l'idée de dire que la ville est privatisée, que selon les zones de la ville, tu y as accès ou pas, c'est intéressant. C'est intéressant même si ça arrive jamais, tu vois.
Même si LVMH rachète jamais Paris, et même si Notre-Dame de Paris s'appelle jamais Notre-Dame de L'Oréal, ça restera intéressant de poser la question de la privatisation des monuments historiques. Tu vois, c'est plus ça. Ouais. Alors, une dernière question, je vois. Alors, 2 dernières questions, puis après, parce qu'il faudra quand même. 12 dernières questions et après. Alors, déjà tout devant, puis après tout derrière. Ouais, j'essaie de répondre court pour pas trop. Ouais. Bonjour, j'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit sur le corps, d'autant plus que dans la Silicon Valley, et dans toute l'idée transhumaniste qui accompagne un petit peu ces grands philanthropes, etc., il y a quand même cette idée que justement il s'agit d'augmenter le corps, d'augmenter ses possibles, peut-être même d'enrichir une expérience maximale. J'avais lu quelques traités de certains personnages philanthropes, transhumanistes qui souhaitent cette expérience augmentée. Ouais. Mais en quoi est-ce que votre position, en quelque sorte, finalement, ne pourrait pas être cohérente ou, voyez, avec cette idée d'augmenter le corps, si c'est du corps, si c'est le corps qu'il faut protéger, si c'est le corps qu'il faut mettre en valeur, si c'est la puissance du corps qui compte par rapport au pouvoir, en quoi est-ce que vous entrez en contradiction avec cette conception qu'ont les transhumanistes du corps comme quelque chose qu'on peut augmenter avec la machine, accroître, intensifier, diversifier les expériences, etc. Qu'est-ce qui... Ouais, mais ta question, elle est fine parce que elle implique de poser la question de l'expérience du corps, en quoi elle est effectivement accrue, intéressante, riche, et développant des choses. Tu vois, je te prends un exemple très con. Si je te dis, je vais créer je vais modifier l'iris, enfin plutôt la pupille de l'œil pour pouvoir voir comme un aigle, quoi. Tu vois, à 1 kilomètre avec une précision hallucinante. Est-ce que cette expérience du corps augmenté, elle est intéressante? Est-ce qu'elle produit en toi quelque chose de riche ou pas, quoi, tu vois? Quantitativement, tu vois super bien le loin, est-ce que c'est intéressant? Moi, je crois pas. Je préfère apprendre, par exemple, à lire un tableau de Van Gogh avec une espèce d'intelligence et de précision sur une espèce de torche végétale qui fait d'un cyprès ou du ciel étoilé. Voilà. Donc, et peut-être pour une autre personne, d'avoir cette vision à 1 kilomètre, elle va en faire quelque chose de vraiment intéressant dans l'expérience, tu vois. Donc, c'est pas facile de déterminer. En ce moment, par exemple, le gros délire à la Silicon Valley et même sur plein de gens que je connais, c'est le micro-dosage de champignons. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Ils utilisent les psilocides beaucoup, mais avec un dosage assez subtil. Et ça accroît ta perception océanique des choses, des liens entre les choses, etc. Il y a un gros boulot expérientiel, j'ai envie de dire, là-dessus. À partir du champignon, alors bon, évidemment, ça me plaît plus que c'est du vivant, etc. Mais même si c'était de la chimie, je trouve que c'est intéressant si ça accroît ta sensation de lien, c'est-à-dire que tu entends la musique presque en 3 dimensions, tu as une perception beaucoup plus liée et mycélium presque des choses, etc., qui vient peut-être du champignon qui lui-même a ce truc-là. Peu importe la raison, peu importe si c'est du champignon ou pas, mais l'expérience certainement, bon, moi j'ai pas essayé, etc., mais ça donne envie d'essayer, l'expérience d'hyperconnectivité ou de te sentir hyper lié aux choses alors qu'on est toujours dans nos molades personnelles, etc., moi elle est intéressante. Et ça, tu peux dire que c'est une forme de transhumanisme, ou en tout cas d'expérience d'augmentation. Mais comme le LSD l'était, comme tu vois, comme la musique rock l'était pour les gens de 70. Donc effectivement, c'est plus fin que ça. C'est plutôt l'idée de dire le corps est fondamentalement handicapé, donc il faut l'augmenter, et que l'être humain normal, il manque quelque chose. C'est plus cette logique-là, moi, qui me gêne. Quand c'est de l'expérience, je trouve ça riche, voilà. Et on ne doit pas s'interdire d'expérimenter des choses riches, quoi. Ouais, beaucoup. On veut le tuer la mort. Moi, j'adore ce terme. On va tuer la mort. Ouais. Alors, juste la dernière question, et puis après, on va passer... à l'horreur de la dédicace, ouais. C'est ça. Alors, je vais laisser te rapprocher. La dédicace, l'enfer. Ouais, ça, j'adorerais avoir... tu sais, un deepfake avec quelqu'un qui puisse signer à ma place. Ouais, vas-y. Alors, c'est quoi tes meilleures stratégies de résistance, justement, face à la Silicon Valley? Ah, la meilleure stratégie de résistance. Moi, je crois que c'est réinvestir le lien. Voilà, moi, tu sais, j'ai cette phrase, et c'est le manifeste d'ailleurs de l'école des vivants où on est là-haut. Je dis toujours, il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir. C'est là qu'il a gagné. Il a gagné quadruplement quand je dis, voilà, il nous a donné ce désir de pouvoir, il nous donne la possibilité d'avoir du pouvoir sur les choses par sa technologie. Il a conjuré les peurs, les incertitudes, l'improbabilité. C'est le 2e champ de désir. Il a outillé la paresse, c'est le 3e champ. Et il a réactivé l'antique désir d'être Dieu, c'est-à-dire c'est le transhumanisme, c'est le fait de dépasser ses conditions de finitude. Ces 3 machines libidinales-là, ces 4 machines libidinales-là de désir, elles sont ultra puissantes. Et les technocapitalistes travaillent dessus. Nous, on peut répondre par le lien.
le lien humain, le lien collectif, et par cette idée que défonce le néolibéralisme tout le temps. Le néolibéralisme te dit, les gars, les liens, c'est des chaînes. Les liens, c'est des contraintes. Les liens familiaux, c'est des contraintes. Les liens aux autres, c'est des contraintes. La liberté, c'est quelque chose d'individuel. Tu es libre, mais tu peux être libre qu'individuellement. Moi, je défends l'idée, mais comme plein de gens, que la liberté, ça peut être collectif, qu'il y a des liens qui libèrent. C'est-à-dire que quand tu es dans un collectif qui est riche, qui est bienveillant, qui te respecte, qui t'écoute, sur lequel t'écoutes les autres, etc., les liens, ça devient quelque chose qui te libère, qui t'agrandit, qui t'alimente, qui te nourrit, qui te rend plus vaste. Et ça, c'est ultra important de réhabiliter cette vérité-là. C'est ce qu'on essaie de faire nous là-haut, mais comme dans beaucoup, beaucoup d'oasis, de lieux, de communautés, d'assos, on n'est pas du tout seul au monde à faire ça, évidemment. Et l'autre chose, c'est réhabiliter les liens au vivant. C'est-à-dire qu'on est héritier de la modernité, on a été coupé de la nature, on le sait, depuis la Renaissance, en gros, et encore plus au XVIIIe siècle. Réhabiliter, retrouver ces liens avec le monde animal, avec le monde végétal, avec les biotopes, avec les rivières, avec les forêts, avec la montagne. Faire pousser des légumes, c'est tout con, mais quand tu fais pousser tes propres légumes, que tu les manges, que tu les cuisines, que tu vas ramasser des champignons, que tu vas couper du bois, que tu le ramènes, etc. Retrouver tous ces liens, toute cette... Et là, aujourd'hui, on a un truc génial, parce que les gens te disent, ouais, en gros, tu veux revenir au 19e siècle, les machins. Je dis, non. L'éthologie, la connaissance des plantes, du végétal, elle a fait un bond extraordinaire. Vous montez là-haut, il y a une connaissance des animaux, des comportements animaux, des fonctionnements des biotopes, de la permaculture, qui n'a jamais été aussi fin aujourd'hui. On a énormément progressé sur la compréhension du monde animal. Lisez Morisot, lisez Vincent Després, lisez les éthologues. Et c'est pareil sur le végétal, la sentience des végétaux, comment les arbres communiquent entre eux, etc. On a appris beaucoup de choses. Et tous ces savoirs-là, qui sont extrêmement contemporains, récents, si tu arrives à les habiter, à les recevoir, à les activer, tu te balades plus de la même façon, tu vis plus dans un espèce de décor naturel, tu vis tissé, tu vis relié à plein de choses. Et ça donne pour moi une joie, un sentiment de co-appartenance, d'interdépendance qui est très beau, et ça te libère et ça t'ouvre, tu vois. Donc ce lien avec le vivant et ce lien aux autres, c'est la réponse en termes d'économie de désir, en tout cas j'ai envie de dire. Et c'est là qu'on peut battre le capitalisme sur le terrain du désir, au moins sur ces deux champs-là. Voilà. C'est les voies de la résistance pour moi, en tout cas. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup à vous tous d'être restés ce soir. Alors comme il est de coutume, on va procéder à un moment de dédicace. Vous êtes aussi très nombreux ce soir, donc peut-être juste pensez à ne pas monopoliser tout le temps non plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ce soir. On vous demande de replier les chaises s'il vous plaît et de bien vouloir les laisser sur le côté. Et merci encore à tous. Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est cool, ça c'est cool. Je pense que ça va être super. Moi j'ai vu le poster, il est impressionnant. Hein. Il est pas mal, hein. Ouais. On est super contents de... J'espère que j'ai pas laissé des conneries, tu vois. On a relu les fautes d'orthographe. Non, c'est cool. Non, ça va être super. C'est super numéro, quoi. Voilà. Bon, On génial. reste que demain. Bon. On espère que ça va plaire. Que ça va... Pas de raison. Ouais. T'as plu, ça va? Ouais, c'est génial. C'est parfait. C'est cool. Je te laisse. Ouais, j'enchaîne là. Monsieur Damasio, Ouais. je vous remercie infiniment pour m'avoir fait découvrir Postscriptum. Ah, génial. J'aime ça. Je suis un survivant de Sainte-Soline. Longtemps que je te suis. Comment tu t'appelles du coup? Merci pour tout ça. Tu m'as emmené vers la philo en fait. Ah, c'est cool, ça c'est chouette. Vulgariser beaucoup de choses. Ouais, ça c'est... Moi je dis aux gens, si je vous donne envie de lire Nietzsche et Deleuze, c'est déjà bien. Et Spinoza. Et Spinoza bien sûr, mais... C'est-à-dire que quand quelqu'un est enthousiaste sur quelque chose, ça te donne envie de le... C'est vrai. C'est hyper important quoi. Et ça je fais lire mon livre aux gens, ou un seul de ça. Ouais, prêt à fond, et les philosophes du vivant aussi. Ah, c'est cool. Et puis merci de ton point de vue sur tout ce qui s'est passé là-bas. Bah ouais. Parce que le début de l'aventure, il y a les choses qui sont à moitié mangées par les vers. Et donc au début, là, il y a la moitié.